Après le décès de mon mari, j'ai trouvé un nouveau travail et chaque soir, le même chauffeur de VTC me ramenait à la maison. Je lui apportais toujours un café. Une nuit, il a dépassé ma rue et a dit « Votre voisin vous surveille. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Demain, je vous montrerai la preuve. » L'assurance vie couvrait à peine les frais funéraires. Après 42 ans de mariage, je me suis retrouvé seul dans notre petite maison de Medford, en Oregon, essayant de trouver comment faire durer une pension d'enseignante qui me semblait soudainement incroyablement maigre. J'avais 63 ans et, pour la première fois depuis mes 20 ans, je devais trouver un travail. C'est ainsi que j'ai fini par travailler le soir au centre médical Riverside, 3 nuits par semaine au service de facturation. Ce n'était pas glamour, mais cela m'occupait. Cela empêchait mon esprit de vagabonder vers la chaise vide à la table du dîner. Mon service se terminait à 23h30, et je prenais le dernier bus pour rentrer, arrivant juste après minuit. Sauf que les horaires de bus ont changé en septembre. Coupe budgétaire, disait-il. Le dernier bus partait maintenant à 23h, une bonne demi-heure avant la fin de mon service. Je ne pouvais pas me permettre de partir plus tôt et de perdre ces heures, alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai commencé à utiliser une application de VTC que ma fille avait installée sur mon téléphone. C'est comme ça que j'ai rencontré Raymond. La première fois que sa Toyota argentée s'est arrêtée à l'entrée du personnel de l'hôpital, j'ai failli ne pas monter. Il semblait avoir la fin de la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants parsemant sa chevelure sombre et des rides profondes autour des yeux, mais sa note était de 5 étoiles. Et il était près de minuit sur un parking mal éclairé. Alors, je suis monté sur la banquette arrière et je lui ai donné mon adresse sur Cedar Street. Longue soirée de travail, a-t-il demandé, sa voix bienveillante. Tous les mardis, jeudis et samedis, ai-je répondu en regardant les rues familières de Medford défiler par la fenêtre. Depuis combien de temps conduisez-vous? Environ 3 ans maintenant, a-t-il dit. J'ai perdu mon emploi à la scierie quand elle a fermé. Ça me maintient à flot. Quelque chose dans sa voix m'a fait lever les yeux. Le regarder vraiment dans le rétroviseur. Il avait la même expression lasse que je voyais dans mon propre reflet. Le regard de quelqu'un que la vie avait mis à terre, mais qui continuait de se relever parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Il m'a jeté un regard dans le miroir et j'ai vu une lueur de surprise traverser son visage. Merci, a-t-il dit doucement. La plupart des gens ne le font pas. Enfin, merci, madame. Carole, l'ai-je corrigé. Je m'appelle Carole. Raymond, a-t-il répondu, et j'ai vu l'ébauche d'un sourire. Après cela, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. 3 nuits par semaine, je commandais une course et 3 nuits par semaine, la Toyota argentée de Raymond était la voiture qui acceptait. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, mais à la 3e semaine, j'ai réalisé qu'il attendait, se connectant vers 23h20, se positionnant près de l'hôpital, s'assurant qu'il serait celui qui viendrait me chercher. Nous sommes tombés dans une routine confortable. Je me glissais sur la banquette arrière, épuisé par 8 heures de code de facturation médicale et de demande de remboursement, et Raymond avait déjà entré mon adresse. Nous parlions pendant le court trajet de 12 minutes jusqu'à ma maison. Rien de profond au début, juste la météo, la circulation, comment nos journées s'étaient passées, mais progressivement, semaine après semaine, les conversations se sont approfondies. J'ai appris que la femme de Raymond l'avait quitté 2 ans auparavant, emmenant leur fille adulte avec elle, non par colère, mais par épuisement face à leurs difficultés financières. Il vivait seul maintenant dans un petit appartement près de l'autoroute, conduisant pour diverses compagnies de VTC 6 jours par semaine, parfois 12 heures par jour. Ma fille vient d'avoir un bébé, m'a-t-il dit un soir d'octobre, la voix nouée. Une petite fille. Je n'ai vu que des photos. Sans réfléchir, je me suis penché en avant et je lui ai pressé l'épaule. Elle reviendra, ai-je dit, bien que je ne sois pas sûr de le croire. Les bébés ont le don de réunir les familles. Il s'est éclairci la gorge. C'est gentil à vous de dire ça. J'ai commencé à lui donner un pourboire plus généreux. Pas beaucoup. Juste quelques dollars de plus que d'habitude, mais assez pour qu'il le remarque. Il a essayé de refuser au début, mais j'ai insisté. Vous assurez la sécurité d'une vieille femme, disais-je. Ça vaut quelque chose. La vérité, c'est que ces 3 trajets par semaine étaient devenus le point culminant de mon emploi du temps solitaire. Raymond ne m'a jamais pris en pitié, ne m'a jamais traité comme un fardeau.
Il écoutait simplement quand j'avais besoin de parler et restait silencieux quand j'avais besoin de silence. En novembre, j'ai commencé à lui apporter du café. Juste une simple tasse de la cafétéria de l'hôpital, encore chaude quand sa voiture arrivait. La première fois que je la lui ai tendue par la fenêtre, il l'a regardée comme si je lui avais donné de l'or. « Vous n'aviez pas à faire ça », a-t-il dit. « Je sais », ai-je répondu. Mais le service de nuit rend le terrible café de l'hôpital supportable, et je me suis dit que vous en auriez plus besoin que moi. Après cela, le café est devenu partie intégrante de notre routine. Je montais avec 2 tasses, et nous traversions les rues calmes de Medford, sirotant nos boissons et parlant de tout et de rien. Il me racontait les passagers étranges qu'il avait pris, les conversations tard dans la nuit, l'étonnante diversité de l'humanité qu'il rencontrait dans sa voiture. Je lui parlais de mon mari, de l'apprentissage de la vie seule, de ma fille qui appelait tous les dimanches mais vivait à 3 États de là, dans le Colorado. « Vous êtes une bonne personne, Carole », a dit Raymond un soir de fin novembre, en s'arrêtant devant ma maison. « Je veux que vous le sachiez. » J'ai senti les larmes me piquer les yeux. « Vous aussi, Raymond. » Décembre est arrivé avec un froid inhabituel pour l'Oregon, le givre recouvrant ma pelouse le matin. L'hôpital s'est décoré pour Noël, des guirlandes et des lumières dans la cafétéria qui rendaient le bâtiment stérile presque chaleureux. J'ai apporté à Raymond du chocolat chaud au lieu du café, et il a ri en voyant le petit sucre d'orge que j'avais scotché sur le gobelet. Ma femme avait l'habitude de faire des choses comme ça, a-t-il dit doucement. De petites attentions. Je ne les appréciais pas assez à l'époque. Vous les appréciez maintenant, ai-je répondu. C'est ce qui compte. C'était un jeudi soir, le 14 décembre, quand tout a basculé. Raymond est venu me chercher comme d'habitude, mais quelque chose était différent. Ses mains serraient le volant trop fort, et il n'arrêtait pas de me regarder dans le rétroviseur. Pas de sa manière amicale habituelle, mais avec une intensité qui me nouait l'estomac. « Carole », a-t-il dit en quittant l'hôpital. « Je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous répondiez honnêtement. » Ma gorge s'est asséchée. « Qu'est-ce que c'est ? » Votre voisin, l'homme qui vit à 3 maisons de la vôtre, la maison grise à 2 étages avec le camion rouge dans l'allée. Le connaissez-vous ? Eh bien, ai-je cligné des yeux, complètement prise au dépourvu par la question. Thomas Brennan ? Pas vraiment. On se salue de la main quand on se voit, mais nous n'avons jamais eu de vraie conversation. Pourquoi ? Raymond n'a pas répondu immédiatement. Il a tourné à gauche au lieu de droite, s'éloignant de ma rue. Raymond, où allons-nous ? Quelque part où nous pouvons parler. Sa voix était tendue. Carole, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. La peur m'a transpercé. Vous me faites peur. Je sais. Je suis désolé, mais vous devez entendre ça. Il s'est garé sur le parking vide d'une épicerie fermée, a mis la voiture au point mort et s'est tourné complètement vers moi. Dans la lueur crue des lumières de sécurité du parking, son visage paraissait défait. J'ai pris Thomas Brennan la semaine dernière, a dit Raymond. Samedi soir vers 22h30. Il était ivre, très ivre, et les gens ivres parlent. J'ai attendu, le cœur battant à tout rompre. Il était au téléphone pendant tout le trajet, se disputant avec quelqu'un. Au début, j'ai essayé de ne pas écouter, vous savez, courtoisie professionnelle, mais ensuite je l'ai entendu dire votre adresse. Votre adresse exacte, Carole. Et il était en colère. Je ne comprends pas, ai-je dit. Et voici ces mots exacts, la vieille dame au 847 Cédar va poser un problème. Elle en voit trop. Nous devons nous en occuper avant qu'elle ne comprenne et n'aille voir les flics. Le monde a basculé. Quoi ? Il y a plus. Raymond a sorti son téléphone, ses mains tremblant légèrement. J'ai commencé à faire attention après ça, une habitude professionnelle de mon ancien travail de sécurité à la Syrie. J'ai commencé à prendre des notes. Cet homme, Thomas Brennan. Je l'ai pris cette fois au cours du dernier mois. Toujours tard le soir, toujours ivre, toujours au téléphone, ayant ces conversations intenses. Il a fait défiler son téléphone, me montrant une liste d'heures et de dates consignées dans une application de notes. Hier soir, je l'ai repris. Il parlait encore de vous, Carole. Il a dit, elle travaille tard les mardis, jeudis, samedis. La maison est vide. J'ai observé. Un froid glacial a envahi mes veines. Il a surveillé ma maison ? Je pense que oui.
Et je pense qu'il se passe plus que de la simple surveillance. Le visage de Raymond était sombre. Il y a 2 nuits, je suis passé devant votre rue en rentrant chez moi. J'ai vu son camion garé à 2 maisons de la vôtre à 2 heures du matin. Juste là, phares éteints, moteur en marche. Pourquoi ferait-il ça? Je n'ai pas pu finir la phrase. Je ne sais pas, mais Carole, j'ai besoin que vous ne rentriez pas chez vous ce soir. S'il vous plaît. Où suis-je censé aller? Un hôtel, la maison d'un ami, chez votre fille si vous le pouvez. N'importe où sauf Cedar Street. Il s'est penché en arrière et m'a tendu son téléphone. Ce sont toutes mes notes. Les heures, les dates, les choses qu'il a dites. Je pense que vous devez aller à la police. Mes mains tremblaient en prenant le téléphone. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que je n'étais pas sûr au début. Je pensais que j'étais peut-être paranoïaque, que j'interprétais trop les divagations d'un homme ivre. Mais ce soir, Carole, ce soir je suis repassé devant votre rue avant de venir vous chercher. Son camion était garé devant votre maison. Votre maison. Et je l'ai vu sortir et essayer votre porte d'entrée. Le café que j'avais bu plus tôt menaçait de remonter. Il a essayé ma porte? Elle était verrouillée, Dieu merci. Mais il est resté là pendant presque 1 minute, secouant la poignée, regardant par les fenêtres. Puis il est retourné à son camion et s'est simplement assis là à regarder votre maison. C'est là que j'ai su que je devais vous le dire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je connais à peine cet homme. Je ne sais pas, a dit Raymond. Mais je pense que nous devons le découvrir. Et je pense que nous devons le faire en toute sécurité, ce qui signifie que vous ne pouvez pas rentrer chez vous. J'étais assise là, dans sa voiture, sur ce parking vide, mon monde entier tourbillonnait. Un homme que j'avais salué aimablement au cours des 2 dernières années avait apparemment comploté quelque chose de sinistre. Et la seule raison pour laquelle je le savais était grâce à un chauffeur de VTC à qui j'avais montré une gentillesse humaine élémentaire. Le Medford Inn, ai-je finalement dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Emmenez-moi là-bas. Je resterai ce soir et demain j'irai à la police. Non, a dit Raymond fermement. Nous allons à la police maintenant. Ce soir? Il est presque minuit. Carole, cet homme a essayé votre porte ce soir pendant que vous étiez au travail. Et s'il revenait? Et s'il avait une clé d'une manière ou d'une autre? La voix de Raymond s'est élevée avec urgence. Nous devons signaler cela maintenant. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. 20 minutes plus tard, nous étions assis au poste de police de Medford. Un jeune officier prenait notre déposition tandis qu'un détective plus âgé écoutait avec un intérêt croissant. Je leur ai parlé de ma routine, du fait que je connaissais à peine Thomas Brennan. Raymond a montré ses registres détaillés, chaque course, chaque fragment de conversation qu'il avait documenté. Et vous êtes certain qu'il a dit, s'en occuper, a demandé le détective, ses sourcils gris froncés. Positif, a répondu Raymond. J'ai commencé à enregistrer les courses après la 2e fois. Juste l'audio, pour ma propre protection. Je peux vous les faire écouter. Les yeux du détective se sont aiguisés. Vous avez des enregistrements? Oui, monsieur. Je les garde pour la sécurité. Au cas où il y aurait un incident dans ma voiture, les passagers signent un consentement lorsqu'ils commandent la course. C'est dans les conditions de service de l'application. Je ne le savais pas. Le détective a sorti un ordinateur portable et Raymond a transféré les fichiers audio. Nous étions assis là, dans cette salle d'interrogatoire stérile de la police, à écouter la voix pâteuse de Thomas Brennan parler de moi, de ma maison, de la gestion de la situation. Le visage du détective s'assombrissait à chaque enregistrement. Madame Carole, a-t-il dit lorsque le dernier fichier s'est terminé, avez-vous la moindre idée de ce que monsieur Brennan pourrait penser que vous avez vu ou savez? Rien, ai-je insisté. Je travaille à l'hôpital 3 nuits par semaine. Je rentre chez moi et je dors. C'est toute ma vie. Je ne sais même pas ce que cet homme fait dans la vie. Le détective a échangé un regard avec le jeune officier. Il travaille au centre médical Riverside, a-t-il dit lentement. À la maintenance, service de nuit. Mon sang s'est glacé. Quoi? Vous ne l'avez jamais vu là-bas? L'hôpital emploie 400 personnes. Je travaille à la facturation, au sous-sol. Je ne vois presque personne à part mes collègues immédiats. Mais même en disant cela,
quelque chose a titillé le fond de ma mémoire. Un agent d'entretien que j'avais parfois croisé dans le couloir, toujours vers 23h15 quand je partais. Un homme avec un chariot roulant, portant toujours une casquette de baseball baissée. Je n'avais jamais regardé son visage, jamais fait attention. Le sous-sol, ai-je dit lentement. Là où se trouve le service de facturation. Il y fait le ménage, n'est-ce pas? Le détective a hoché la tête. Selon son horaire de travail, il est affecté au niveau du sous-sol, aux bureaux administratifs et à l'archivage. L'archivage, ai-je répété, et puis ça a fait tilt. Oh mon Dieu! Les dossiers manquants. Tout le monde dans la pièce s'est tourné pour me regarder. Il y a 3 semaines, ai-je dit, mes mots sortant plus vite maintenant, mon superviseur a remarqué des anomalies. Des dossiers de patients qui avaient été facturés, mais dont les archives physiques manquaient. Juste des dossiers au hasard, rien qui ne semblait lié. Nous pensions que c'était une erreur de classement, que quelqu'un les avait égarés. Nous avons mené un audit, tout vérifiant manuellement. Le détective s'est penché en avant. Quel genre de dossier? Des patients âgés, des patients sous Medicaid, des gens qui probablement ne remarqueraient pas ou ne se plaindraient pas d'erreurs de facturation. Je me sentais mal. Nous ne les avons pas encore trouvés. L'audit est toujours en cours. Mais si quelqu'un volait systématiquement des dossiers et soumettait de fausses demandes de remboursement, ce serait une fraude à l'assurance maladie, a terminé le détective. Délit fédéral, peine de prison sérieuse. Et s'il savait que vous faisiez partie de l'équipe d'audit, a ajouté le jeune officier. Et qu'il pensait que vous étiez sur le point de découvrir que c'était lui. La pièce est devenue silencieuse. Il travaille la nuit, ai-je murmuré. Il a accès à tout après les heures de bureau. Et je pars à 23h30, 3 fois par semaine, le même horaire chaque semaine. Il pouvait observer ma routine, savoir quand je ne suis pas à la maison, savoir quand. Je ne pouvais pas finir. Détruire les preuves, a dit Raymond doucement. Il a essayé d'entrer dans votre maison pour voir si vous aviez ramené du travail chez vous. Si vous aviez des dossiers ou des notes qui pourraient le relier au vol. Le détective s'est levé brusquement. Nous devons perquisitionner sa propriété maintenant. Et Madame Carroll, vous ne rentrez pas chez vous ce soir. Nous allons vous mettre dans un hôtel sous protection jusqu'à ce que nous puissions régler cette affaire. Tout s'est passé rapidement après cela. Le détective a passé des appels, réveillant des juges pour des mandats de perquisition. Un autre officier m'a conduite à un hôtel pendant que Raymond restait pour faire des déclarations supplémentaires. J'étais assise dans cette chambre d'hôtel générique, les rideaux tirés, incapable de dormir, sursautant à chaque bruit dans le couloir. Mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. C'était le détective. Nous les avons trouvés, a-t-il dit sans préambule. Des boîtes de dossiers de patients dans son garage, plus de 300 dossiers s'étalant sur 2 ans, et des preuves de demande de facturation frauduleuse totalisant plus de 200 000 $. Je me suis assise lourdement sur le lit de l'hôtel. Oh mon Dieu! Il a été arrêté. Il sera accusé de fraude à l'assurance maladie, de tentative de cambriolage et de harcèlement. Vous êtes en sécurité, Madame Carroll. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais je ne me sentais pas en sécurité. Je me sentais brisé, violé dans mon intimité. Un homme que j'avais salué joyeusement avait comploté pour s'introduire chez moi, peut-être pour me menacer, ou pire, tout ça parce que j'étais, sans le savoir, sur le point d'exposer ses crimes. Raymond est venu me chercher à l'hôtel ce matin-là. Pas de course, pas de demande via l'application. Il s'est juste présenté parce que, d'une manière ou d'une autre, il savait que j'aurais besoin d'un visage familier. Nous avons traversé Medford dans la lumière du petit matin, sans parler pendant un long moment. Comment avez-vous su? Ai-je finalement demandé. Comment avez-vous su qu'il fallait faire attention, tout noter? Il est resté silencieux un instant, ses mains stables sur le volant. Ma fille, a-t-il dit enfin. Avant que ma femme ne parte, avant que tout ne s'effondre, ma fille avait un petit ami. Un type bien, pensions-nous tous, réussi, charmant, jusqu'à ce qu'un jour elle mentionne qu'il passait en voiture devant son appartement à des heures étranges, qu'il semblait toujours savoir où elle était. J'ai observé son visage dans le rétroviseur. Je n'ai pas fait assez attention, a poursuivi Raymond, la voix chargée d'un vieux regret. Je lui ai dit qu'elle était paranoïaque. Et puis une nuit, il est entré par effraction dans son appartement. Il l'a blessée assez gravement. C'est à ce moment-là que ma femme en a finalement eu assez de moi,
de mon incapacité à protéger notre famille. Elle a pris notre fille et est partie. Et je ne lui en veux pas, Raymond. Alors maintenant, je fais attention, a-t-il dit fermement. J'écoute quand les gens ivres parlent. Je remarque quand quelqu'un mentionne la même adresse plusieurs fois, quand il parle de surveiller quelqu'un, de s'occuper de quelqu'un, parce que j'ai échoué une fois et je n'échouerai plus. Les larmes coulaient sur mon visage. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez sauvé la mienne d'abord, a-t-il répondu doucement. Vous m'avez traité comme si j'avais de l'importance, comme si je valais la peine qu'on me parle au lieu d'être juste un service. Vous m'avez apporté du café et demandé comment s'était passée ma journée. Savez-vous à quel point c'est rare? La plupart des passagers ne me regardent même pas, Carole. Je ne suis que le chauffeur, mais vous m'avez vu. Vous m'avez vu, alors je me suis assuré de vous voir aussi. Nous nous sommes arrêtés devant ma maison sur Cedar Street. Dans la lumière du matin, elle avait l'air ordinaire, sûre, mais je savais que je ne la verrais plus jamais tout à fait de la même manière. 3 maisons plus loin, du ruban de police bouclait la maison grise à 2 étages avec le camion rouge dans l'allée. Carole, a dit Raymond alors que je rassemblais mes affaires. Je veux que vous ayez mon numéro personnel, pas celui de l'application, mon vrai portable. Appelez-moi n'importe quand, jour ou nuit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. J'ai pris la carte qu'il me tendait. Je le ferai. Et Raymond, merci pour tout. Merci à vous, a-t-il répondu, et j'ai vu que ses yeux étaient humides aussi, de m'avoir rappelé pourquoi ce travail est important. L'enquête de police a duré des semaines. Ils ont découvert toute l'opération de Thomas Brennan, comment il volait des dossiers depuis plus de 2 ans, soumettant de fausses demandes pour des procédures jamais effectuées, empochant les paiements de l'assurance. Mon rôle dans l'audit m'avait en effet mis sur son radar, et ses conversations d'ivrogne dans la voiture de Raymond ont révélé qu'il avait prévu de fouiller ma maison à la recherche de toute preuve que j'aurais pu ramener, puis de s'occuper de moi si je devenais un trop gros problème. J'ai témoigné à son procès. Raymond a témoigné aussi, ses registres détaillés et ses enregistrements audio devenant des preuves clés. Brennan a été condamné à 12 ans dans une prison fédérale. Pendant tout ce temps, Raymond a continué à me conduire au travail et à me ramener, 3 nuits par semaine. Mais maintenant, je m'asseyais sur le siège avant, et nous n'étions plus simplement un chauffeur et sa passagère. Nous étions amis, liés par les circonstances et les choix que nous avions tous les deux faits de nous montrer présents pour un autre être humain. 6 mois après l'arrestation de Brennan, la fille de Raymond l'a appelé. Elle avait entendu parler de l'affaire, lu son témoignage dans les journaux. La façon dont il avait protégé une étrangère alors qu'il n'avait pas réussi à la protéger, elle, la hantait, a-t-elle dit, mais d'une bonne manière, d'une manière qui guérit. Elle veut que je rencontre ma petite fille, m'a-t-il dit un mardi soir, la voix brisée par la joie. Elle dit qu'il est peut-être temps d'essayer de redevenir une famille. J'ai serré sa main par-dessus la console. C'est merveilleux. C'est grâce à vous, a-t-il insisté. Tout ça. Si vous n'aviez pas été gentil avec moi, si vous ne m'aviez pas fait sentir que j'existais, je n'aurais pas fait attention. J'aurais juste été un autre chauffeur ramenant un type ivre chez lui, ignorant ses divagations. Mais vous m'avez appris que les petites attentions comptent, que les gens comptent, et cela nous a sauvés tous les deux. J'y pense beaucoup maintenant. Comment un pourboire de quelques dollars et une tasse de café d'hôpital ont créé une réaction en chaîne qui a fini par me sauver la vie et par guérir la famille de Raymond. Comment nous ne connaissons jamais l'impact de nos petits choix, les vies que nous touchons lorsque nous choisissons simplement de voir les gens comme des êtres humains dignes de respect et de gentillesse. J'ai 64 ans maintenant, je travaille toujours 3 nuits par semaine au centre médical Riverside, je vis toujours dans ma petite maison sur Cedar Street. Mais je ne suis plus seul. Raymond et moi dînons tous les dimanches avec sa fille et sa petite-fille. Elle m'appelle tante Carole. Cette famille de fortune que nous avons construite à partir d'un traumatisme partagé et d'une grâce inattendue. La semaine dernière, une nouvelle employée à la facturation a commencé dans mon service. Jeune et dépassée, je l'ai vue se débattre avec les codes. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes de frustration. Alors, je lui ai apporté un café le 2e jour, je me suis assise avec elle pendant la pause, je lui ai dit que ça deviendrait plus facile. Merci, a-t-elle murmuré, me regardant avec une telle gratitude. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie. Mais si, je le sais. Je sais exactement ce que de petites attentions peuvent signifier. Je sais comment un moment où l'on voit quelqu'un, où on le voit vraiment, peut changer la trajectoire d'une vie.
Parce que j'ai donné du café et de la conversation à un chauffeur de VTC, il a fait attention la nuit où cela comptait le plus. Et parce qu'il a fait attention, nous avons tous les deux retrouvé le chemin des vivants. Tous les deux, nous avons trouvé le moyen de devenir des personnes qui comptaient l'une pour l'autre. Qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez bienveillants. Non pas parce que vous recevrez quelque chose en retour. Non pas parce que la gentillesse est rentable ou que le karma tient les comptes. Soyez bienveillants simplement parce que la personne en face de vous mène des combats dont vous ne savez rien. Soyez bienveillants parce que ce petit geste, ce moment de connexion humaine authentique, pourrait être la chose qui la sauvera. Ou pourrait être la chose qui vous sauvera.